Il est 3 heures du matin. Marie est assise à son bureau, entourée de tasses de café vides et de surligneurs fluorescents éparpillés partout. Ses yeux brûlent, sa tête tourne. Elle relit pour la 5e fois le même paragraphe de son cours de biologie, mais les mots glissent sur sa conscience comme de l'eau sur du verre. Elle ne comprend plus rien. Demain, c'est l'examen final, celui qui compte pour 80% de sa note. Elle panique. 3 mois plus tôt, Marie avait tout le temps du monde. Le premier jour de cours, elle s'était dit « Cette fois, ce sera différent. Je vais m'organiser. Je vais prendre de bonnes notes. Je vais tout maîtriser. » Elle avait acheté de beaux cahiers, des stylos de toutes les couleurs, et elle avait même téléchargé une application de productivité sur son téléphone. Pendant les premières semaines, elle assistait à tous les cours. Elle prenait des notes détaillées, elle surlignait les passages importants avec soin, créant des arcs-en-ciel de couleurs sur chaque page. Mais voilà le problème. Marie confondait activité et productivité. Elle confondait être occupée avec être efficace. Chaque soir, elle passait des heures à relire ses notes, à les recopier proprement, à les organiser dans des classeurs parfaitement étiquetés. Elle se sentait productive, elle se sentait studieuse, mais au fond, son cerveau ne travaillait pas vraiment. Il se contentait de reconnaître des mots familiers sans jamais les comprendre véritablement, sans jamais les transformer en connaissances durables. Et maintenant, à quelques heures de l'examen, Marie réalise avec horreur qu'elle ne se souvient pratiquement de rien. Tous ses efforts, toutes ces heures passées à étudier, évaporées. C'est comme si elle avait essayé de remplir un réservoir percé. Peu importe la quantité d'eau versée, tout finit par s'échapper. Si tu te reconnais dans l'histoire de Marie, sache une chose, tu n'es pas seule. Et surtout, ce n'est pas ta faute. Personne ne nous apprend vraiment à apprendre. On nous dit d'étudier, de réviser, de travailler dur, mais personne ne nous explique comment le faire correctement. Nous reproduisons donc les méthodes que nous avons vues autour de nous, des méthodes qui, malheureusement, sont souvent inefficaces, voire contre-productives. Mais aujourd'hui, tout va changer pour toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler les méthodes scientifiquement prouvées pour étudier efficacement. Tu vas découvrir pourquoi tes techniques actuelles ne fonctionnent pas et surtout comment transformer radicalement ta façon d'apprendre. À la fin de cette vidéo, tu auras une feuille de route claire, basée sur des décennies de recherche en neurosciences et en psychologie cognitive. Tu ne perdras plus jamais 80% de ton temps d'étude. Tu vas apprendre à travailler intelligemment, pas simplement dur. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter et prépare-toi à découvrir les secrets que les meilleurs étudiants du monde utilisent pour exceller sans s'épuiser. Partie 1. Le problème. Pourquoi tes méthodes ne marchent pas ? Avant de parler de solutions, nous devons comprendre le problème. Et le problème, c'est que la majorité des étudiants utilisent des techniques d'études qui donnent l'illusion d'apprendre, mais qui, en réalité, sont incroyablement inefficaces. Ces techniques créent ce que les chercheurs appellent une fluidité trompeuse. Tu as l'impression de bien connaître la matière parce qu'elle te semble familière. Mais cette familiarité n'est qu'une illusion. Lorsque vient le moment de vraiment utiliser cette connaissance, de la restituer lors d'un examen ou de l'appliquer dans un contexte réel, tu te rends compte avec stupeur qu'elle n'est pas vraiment là. Alors, quelles sont ces erreurs communes qui sabotent tes efforts d'apprentissage? Analysons-les une par une avec la précision d'un chirurgien. Erreur numéro 1, surligner et relire passivement. Lève la main si tu es déjà passé 1 heure à surligner ton manuel scolaire. Maintenant, garde ta main levée si 1 semaine plus tard, tu te souvenais encore de ce que tu avais surligné. Je parie que ta main est retombée. Voici une vérité qui va peut-être te surprendre. Le surlignage est l'une des techniques d'étude les moins efficaces qui existent. Et pourtant, c'est probablement la plus populaire. Des études menées par des psychologues de l'université de Kent State ont évalué 10 techniques d'apprentissage courantes. Le surlignage et la relecture passive se sont classés parmi les moins efficaces. Pourquoi ? Parce qu'ils ne demandent aucun effort cognitif réel. Réfléchis un instant. Quand tu surlignes un texte, que fait ton cerveau ? Il identifie des mots qui semblent importants et les marque. C'est tout. Il n'analyse pas, il ne questionne pas, il ne fait pas de connexion. Il se contente de passer un marqueur sur du papier. C'est une activité physique, pas mentale. Tu pourrais surligner un texte entier en pensant à ton déjeuner et ton marqueur ferait le même travail. La relecture, c'est à peine mieux. Quand tu relis tes notes pour la 3e ou 4e fois, tu as l'impression de bien connaître la matière parce que les mots te semblent familiers. Ton œil glisse facilement sur les phrases. Tu te dis « Ah oui, je connais ça, je l'ai déjà vu ». Mais cette reconnaissance n'est pas de la compréhension. C'est comme reconnaître le visage d'un acteur dans un film sans pouvoir te rappeler son nom ou dans quels autres films tu l'as vu. Les recherches sont formelles à ce sujet. La simple relecture permet de retenir environ 10% du contenu après 1 semaine. 10%.
Cela signifie que si tu passes 3 heures à relire un chapitre aujourd'hui, dans 7 jours, tu auras oublié 90% de ce que tu viens de lire. C'est un retour sur investissement catastrophique. Imagine que tu travailles 3 heures pour un salaire et qu'on te paye seulement pour 18 minutes de ce travail. Tu serais furieux, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand tu te contentes de relire. Erreur numéro 2. Le bachotage de dernière minute. Parlons maintenant d'une autre habitude destructrice, le bachotage, ou ce que les anglo-saxons appellent le cramming. Tu sais de quoi je parle, c'est cette nuit blanche avant l'examen où tu essaies de faire entrer 3 mois de cours dans ton cerveau en 12 heures. Tu enchaînes les cafés, les boissons énergisantes, tu répètes frénétiquement des formules, des dates, des définitions en espérant qu'elles restent coincées dans ta tête jusqu'à demain matin. Et parfois, miraculeusement, ça fonctionne. Tu arrives à l'examen et les informations sont encore fraîches dans ta mémoire immédiate. Tu réussis à répondre aux questions, tu passes l'examen. Tu te dis, finalement, ma technique marche. Mais voici ce que tu ne vois pas. Dans 72 heures, tout ce que tu as mémorisé aura disparu, complètement, comme si tu n'avais jamais étudié. Pourquoi le bachotage est-il si inefficace à long terme ? Pour comprendre, nous devons parler de la façon dont ton cerveau traite et stocke les informations. Ton cerveau n'est pas un disque dur d'ordinateur où tu peux simplement copier-coller des données. C'est un système biologique complexe qui doit décider quelles informations méritent d'être conservées et lesquelles peuvent être jetées. Et il prend cette décision en fonction d'un critère simple, l'utilité perçue. Quand tu bombardes ton cerveau avec des informations de manière intensive et concentrée, sans contexte, sans application, sans répétition espacée dans le temps, ton cerveau interprète ces informations comme non essentielles. Il se dit, cette personne m'envoie tout ça d'un coup, sans jamais y revenir, donc ce n'est pas probablement important. Et il traite ces informations comme du spam. Il les met dans une sorte de corbeille mentale temporaire. Tu peux y accéder pendant quelques heures, peut-être 1 ou 2 jours, mais ensuite elles sont automatiquement supprimées pour faire place à d'autres informations. Le bachotage crée ce qu'on appelle une mémoire à court terme, mais échoue complètement à créer une mémoire à long terme. Et si ton objectif est simplement de passer un examen, sans te soucier de ce qui se passe après, tu pourrais te dire que ce n'est pas grave. Mais réfléchis une seconde. Quand le cours suivant s'appuie sur les connaissances de ce cours-ci, que se passe-t-il quand lors d'un entretien d'embauche, on te pose des questions sur ce que tu es censé avoir appris? Que se passe-t-il dans ta vie professionnelle quand tu dois mobiliser ces compétences? Les personnes qui excellent réellement dans leur domaine ne sont pas celles qui ont réussi à bachoter efficacement. Ce sont celles qui ont construit une compréhension profonde et durable. Et cette construction ne peut pas se faire en une nuit. Elle nécessite du temps, de la répétition intelligente et de l'effort distribué. Erreur numéro 3. L'apprentissage passif. Voici peut-être l'erreur la plus insidieuse de toutes parce qu'elle se déguise en apprentissage légitime. Je parle de l'apprentissage passif. Regarder des vidéos éducatives, écouter des podcasts, assister à des cours magistraux, lire des livres sans jamais vraiment s'engager activement avec le matériel. Laisse-moi te raconter une analogie. Imagine que tu veuilles apprendre à conduire une voiture. Tu commences par regarder des vidéos sur YouTube. Comment faire un créneau, les bases de la conduite, conseils pour débutants. Tu regardes des heures et des heures de contenu. Tu lis des manuels détaillés sur le fonctionnement du moteur, sur les règles de priorité, sur les distances de sécurité. Tu connais toute la théorie. Dans ta tête, tu sais exactement comment conduire. Maintenant, on te met derrière le volant d'une vraie voiture, sur une vraie route avec des vraies autres voitures autour de toi. Que se passe-t-il? Tu paniques. Tes mains tremblent sur le volant, tu ne sais plus où regarder, tes pieds semblent incapables de coordonner l'embrayage et l'accélérateur. Toute cette théorie que tu avais dans ta tête s'évapore face à la réalité pratique. C'est exactement ce qui se passe avec l'apprentissage passif académique. Tu peux regarder 100 vidéos sur les équations différentielles, lire 10 chapitres sur la photosynthèse ou écouter 20 heures de cours sur l'histoire médiévale. Si tu ne fais rien d'autre, si tu ne t'engages pas activement avec ce matériel, tu auras l'illusion de comprendre, mais tu seras incapable de mobiliser ces connaissances quand il le faudra. Le problème de l'apprentissage passif, c'est qu'il ne crée pas les connexions neuronales profondes nécessaires à une véritable maîtrise. Ton cerveau traite passivement l'information, la stocke dans un coin, mais ne l'intègre pas réellement dans ton réseau de connaissances existantes. C'est comme avoir des livres empilés sur une échelle sans jamais les avoir lus. Ils sont là, techniquement accessibles, mais ils ne font pas partie de toi. Les neurosciences nous apprennent quelque chose de fondamental. L'apprentissage véritable nécessite de l'effort.
Plus précisément, il nécessite ce qu'on appelle un effort de récupération. Ton cerveau doit travailler pour extraire l'information, pour la reconstruire, pour l'appliquer dans de nouveaux contextes. C'est cet effort, aussi inconfortable soit-il, qui renforce les connexions synaptiques et transforme une information fragile en connaissance solide. Partie 2. La science de l'apprentissage efficace. Maintenant que nous avons identifié ce qui ne fonctionne pas, parlons de ce qui fonctionne réellement. Et je ne parle pas d'opinions ou de conseils vagues. Je parle de méthodes validées par des décennies de recherche scientifique, testées sur des milliers d'étudiants et utilisées par les apprenants les plus performants du monde. La bonne nouvelle, ces méthodes ne demandent pas nécessairement plus de temps. Elles demandent simplement de travailler différemment. Elles demandent de remplacer l'illusion d'apprentissage par un apprentissage réel. Et une fois que tu auras compris et appliqué ces principes, tu ne reviendras jamais en arrière. Commençons par un modèle fondamental, la pyramide de l'apprentissage. Ce modèle, développé par le National Training Laboratories, nous montre avec une clarté brutale pourquoi certaines méthodes d'études fonctionnent et d'autres non. Il mesure le taux de rétention moyen pour différentes méthodes d'apprentissage. Au bas de la pyramide, nous trouvons les méthodes les moins efficaces. Écouter un cours magistral permet de retenir en moyenne 5 à 10% du contenu. Lire un texte, entre 10 et 20%. Regarder une démonstration ou une vidéo, environ 30%. Ce sont toutes des méthodes passives, où tu es un récepteur d'informations plutôt qu'un participant actif. Mais regardez ce qui se passe quand on monte dans la pyramide, vers les méthodes actives. Quand tu participes à une discussion de groupe sur le sujet, ton taux de rétention grimpe à 50%. Quand tu pratiques activement, en faisant des exercices, en appliquant les concepts, tu retiens 75%. Et voici le sommet de la pyramide, la méthode la plus puissante de toutes. Enseigner le contenu à quelqu'un d'autre. Cette méthode permet de retenir 90% de ce que tu as appris. Réfléchis à ce que cela signifie. Si tu passes 3 heures à lire passivement, tu retiendras peut-être 10%, soit l'équivalent de 18 minutes d'apprentissage réel. Mais si tu passes seulement 1 heure à enseigner le même contenu à quelqu'un d'autre, après l'avoir d'abord étudié activement, tu retiendras 90%, soit 54 minutes d'apprentissage réel. Tu vois la différence? La méthode active est 3 fois plus efficace en termes de temps. La leçon fondamentale de cette pyramide est simple, mais révolutionnaire. L'apprentissage n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu fais. Plus tu es actif dans ton apprentissage, plus tu as engagé, plus tu travailles dur mentalement, meilleurs sont les résultats. Principe numéro 1, le rappel actif. Parlons maintenant de la technique qui va transformer radicalement ton apprentissage. Le rappel actif, ou Active Recall en anglais. C'est probablement la découverte la plus importante de la psychologie cognitive des 50 dernières années en matière d'apprentissage. Le principe du rappel actif est simple. Au lieu de mettre de l'information dans ta tête en la lisant ou en l'écoutant, tu forces ta tête à sortir l'information de ta mémoire. Tu te poses des questions. Tu essaies de te rappeler. Tu testes activement ta connaissance. Et c'est cet acte de récupération, cet effort pour extraire l'information de ta mémoire qui renforce dramatiquement ton apprentissage. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que chaque fois que tu récupères activement une information de ta mémoire, tu renforces le chemin neuronal qui mène à cette information. C'est comme créer un sentier dans une forêt. La première fois, tu dois te frayer un chemin à travers les broussailles. C'est difficile, c'est lent. Mais chaque fois que tu empruntes ce chemin, il devient plus clair, plus large, plus facile à suivre, jusqu'au moment où c'est une route bien pavée et tu peux y accéder instantanément, sans effort. Voici comment mettre en pratique le rappel actif. Richard Feynman était l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, et il avait développé une technique d'apprentissage si puissante qu'elle porte maintenant son nom. La technique de Feynman repose sur un principe simple mais profond. Si tu ne peux pas expliquer quelque chose de manière simple, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Voici comment l'appliquer en 4 étapes. Étape 1. Choisis un concept que tu veux apprendre. Écris son nom en haut d'une page blanche. Étape 2. Explique ce concept comme si tu l'enseignais à un enfant de 10 ans. Utilise un langage simple, pas de jargon, pas de termes techniques non expliqués. Force-toi à être clair et concret. Utilise des analogies, raconte une histoire, rends-le vivant. Étape 3. Identifie les lacunes. Pendant que tu expliques, tu vas inévitablement bloquer à certains endroits. Tu vas réaliser que tu ne peux pas expliquer certaines parties clairement.
C'est exactement ce que tu cherches. Ces blocages révèlent tes lacunes de compréhension. Marque-les. Étape 4. Retourne à ton matériel source et comble tes lacunes. Étudie spécifiquement les parties que tu n'as pas pu expliquer. Puis, recommence l'exercice. Explique à nouveau jusqu'à ce que toute l'explication coule naturellement, sans hésitation. Ce processus peut sembler long, mais il est incroyablement efficace. Une fois que tu peux expliquer un concept de manière simple et claire, tu le possèdes vraiment. Il fait partie de toi, et tu ne l'oublieras pas facilement. La deuxième application du rappel actif, c'est l'auto-évaluation systématique. Au lieu de relire tes notes, tu te testes, tu crées des questions, tu utilises des flashcards, tu fais des examens blancs. Les recherches sur ce sujet sont absolument claires. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Washington a divisé des étudiants en 2 groupes. Le premier groupe étudiait le matériel en le relisant plusieurs fois. Le deuxième groupe étudiait le matériel une fois, puis passait le reste du temps à se tester. Résultat, le groupe qui se testait avait des résultats 50% supérieurs lors de l'examen final. 50%! Ça n'est pas une petite amélioration. C'est la différence entre échouer et exceller. C'est la différence entre un C et un A. Et tout ça simplement en changeant de méthode d'étude. Mais attention, tous les tests ne se valent pas. Pour que l'auto-évaluation soit efficace, elle doit être difficile. Elle doit te forcer à chercher dans ta mémoire. Les questions à choix multiples faciles ne sont pas assez difficiles. Tu veux des questions ouvertes, des problèmes à résoudre, des situations où tu dois vraiment reconstruire la connaissance de zéro. Voici une technique concrète. Après avoir étudié un chapitre, ferme ton livre. Prends une feuille blanche et écris tout ce dont tu te souviens sur le sujet sans regarder tes notes. Tout. Les concepts principaux, les détails importants, les liens entre les idées. Organise-le comme un mini-cours que tu donnerais à quelqu'un. Ensuite, et seulement ensuite, rouvre ton livre et vérifie ce que tu as manqué. Ce sont tes zones faibles. Ce sont elles que tu dois retravailler. Principe numéro 2. La répétition espacée. Parlons maintenant d'un phénomène fascinant et frustrant. La courbe de Luby. Cette courbe, découverte par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus à la fin du XIXe siècle, décrit comment nous oublions les informations au fil du temps. Voici ce que Ebbinghaus a découvert. Dans l'heure qui suit l'apprentissage de quelque chose de nouveau, tu oublies environ 50% de cette information. Dans les 24 heures, tu en oublies 70%. Après une semaine, il reste moins de 10% dans ta mémoire. C'est déprimant, non? Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux hacker cette courbe. Tu peux ralentir l'oubli. Et la clé, c'est la répétition espacée. La répétition espacée, c'est l'art de réviser l'information au moment optimaux pour maximiser la rétention à long terme. Au lieu d'étudier quelque chose une seule fois pendant 3 heures, tu l'étudies plusieurs fois en espaçant ces révisions de manière stratégique. Voici comment ça fonctionne. Quand tu apprends quelque chose pour la première fois, ta mémoire de cette information est très fragile. Elle commence à se dégrader rapidement. Mais si tu reviens réviser cette information juste avant qu'elle ne soit complètement oubliée, tu la renforces. Et après cette révision, elle se dégrade plus lentement. Si tu révises à nouveau avant qu'elle ne soit oubliée, elle se renforce encore plus. Chaque révision espacée rend la mémoire plus durable. Le calendrier optimal de révision ressemble à celui-ci. Jour 0. Tu apprends le nouveau matériel pour la première fois. Prends le temps de bien le comprendre. Utilise le rappel actif. Fais des exercices. Jour 1. Première révision, 24 heures plus tard. Rapide. 10 à 15 minutes. Teste-toi sans regarder tes notes. Vérifie ce que tu as oublié. Jour 3. Deuxième révision, 3 jours après l'apprentissage initial. Encore une fois, rappel actif. Essaie d'enseigner le concept à quelqu'un. Jour 7. Troisième révision, 1 semaine après l'apprentissage. À ce stade, le matériel devrait commencer à sembler vraiment familier. Jour 16, 4e révision, environ 2 semaines après la 3e. C'est optionnel, mais utile pour les sujets vraiment importants. Jour 35, révision finale, 1 mois après l'apprentissage. À ce point, l'information est fermement ancrée dans ta mémoire à long terme. Tu vois le pattern? Les intervalles augmentent progressivement. Et la beauté de ce système, c'est que chaque révision prend moins de temps que la précédente parce que tu te souviens de plus en plus facilement. Il y a des applications fantastiques qui automatisent ce processus pour toi. Anki est la plus connue. Tu crées des flashcards et l'algorithme de l'application calcule automatiquement quand te montrer chaque carte en fonction de ta facilité à te rappeler.
Les cartes que tu trouves difficiles réapparaissent plus souvent. Celles que tu maîtrises apparaissent de moins en moins fréquemment. C'est un système d'apprentissage sur mesure, adapté à tes forces et tes faiblesses individuelles. Partie 3. Transformer l'étude en habitude durable. Nous avons parlé des meilleures techniques d'apprentissage, mais il y a un problème. Tu peux connaître toutes les meilleures techniques du monde, mais si tu ne les appliques pas régulièrement, elles ne servent à rien. La connaissance sans action est inutile. Le véritable challenge n'est pas de savoir comment étudier efficacement, c'est de le faire régulièrement, jour après jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand c'est difficile, même quand Netflix te fait de l'œil ou que tes amis t'invitent à sortir. Alors comment transforme-t-on l'étude efficace en habitude automatique et durable? Comment fait-on pour que ça devienne aussi naturel que se brosser les dents? Stratégie 1. La règle des 2 minutes. Voici l'une des astuces psychologiques les plus puissantes que je connaisse. Elle s'appelle la règle des 2 minutes et elle vient de l'auteur James Clear qui a écrit le livre Atomic Habits. Le principe est simple. Quand tu veux construire une nouvelle habitude, rends le premier pas ridiculement facile. Si facile que tu ne peux pas échouer. Si facile que tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Tu veux développer l'habitude d'étudier tous les jours ? Ne te dis pas « je vais étudier 2 heures par jour ». C'est trop intimidant. Ton cerveau va trouver 1000 raisons de procrastiner. Au lieu de ça, dis-toi « je vais juste ouvrir mon livre et lire une page ». Une seule page, ça prend 2 minutes. Voici le secret. Démarrer est la partie la plus difficile. C'est l'inertie qui nous tue. Mais une fois que tu as commencé, une fois que tu es en mouvement, continuer devient beaucoup plus facile. Ton cerveau passe en mode travail et il est souvent naturel de continuer au-delà des 2 minutes initiales. Tu te dis « bon, j'ai commencé de toute façon, je vais lire encore quelques pages ». Et avant que tu le réalises, tu as étudié pendant 30 minutes, voire 1 heure. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce que l'élan était déjà lancé. Mais même si tu ne continues que pendant 2 minutes, c'est une victoire. Parce que tu as honoré ton engagement. Tu as renforcé l'identité de quelqu'un qui étudie tous les jours. Et c'est cette identité, construite victoire par victoire, qui finit par transformer ton comportement de manière permanente. Stratégie 2. L'empilement d'habitudes. Voici une autre technique puissante pour ancrer de nouvelles habitudes. L'empilement. L'idée est d'attacher ta nouvelle habitude à une habitude existante déjà bien établie. Ton cerveau aime les routines, il aime l'automatisme. Chaque jour, tu fais probablement des dizaines de choses sans même y penser. Tu te réveilles, tu vas aux toilettes, tu te brosses les dents, tu prends ton petit déjeuner, tu prends ta douche. Ces actions sont tellement ancrées qu'elles ne demandent presque aucune volonté. L'empilement d'habitudes consiste à utiliser ces routines existantes comme déclencheur pour de nouvelles habitudes. La formule est « après habitude existante, je ferai nouvelle habitude ». Par exemple, après m'être brossé les dents le matin, je réviserai 5 flashcards. Après avoir pris mon café, je ferai un quiz rapide sur le chapitre d'hier. Après le dîner, je résumerai 3 concepts clés de la journée dans mon cahier. Avant d'aller me coucher, je lirai 10 pages de mon manuel. Tu vois comment ça fonctionne ? Tu n'as pas besoin de te rappeler de faire ta nouvelle habitude. Elle est automatiquement déclenchée par quelque chose que tu fais déjà. C'est comme créer une réaction en chaîne d'habitudes positives. Le cerveau adore cette approche parce qu'elle minimise l'effort de décision. Tu n'as pas à te demander « quand est-ce que je vais étudier aujourd'hui ?» La réponse est déjà programmée. Juste après mon café. Ça devient automatique. Stratégie 3. La méthode Pomodoro. Parlons maintenant d'une technique qui va révolutionner ta capacité de concentration. La méthode Pomodoro. Développée par Francesco Cirillo dans les années 80, cette méthode utilise le pouvoir des intervalles de temps pour maximiser ta concentration et ta productivité. Voici comment ça fonctionne en 5 étapes simples. Étape 1. Choisis une tâche sur laquelle tu veux travailler. Sois spécifique, pas étudier la biologie, mais plutôt comprendre et mémoriser le cycle de Krebs. Étape 2. Règle minuteur sur 25 minutes. Ces 25 minutes s'appellent un Pomodoro. Pendant ce temps, tu travailles avec une concentration absolue. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de distraction. Juste toi et ta tâche. Étape 3.
Travaille jusqu'à ce que le minuteur sonne. Si une distraction te vient à l'esprit pendant que tu travailles, note-la rapidement sur un papier et reviens immédiatement à ta tâche. Tu t'en occuperas pendant ta pause. Étape 4. Quand le minuteur sonne, arrête-toi. Même si tu es en plein milieu de quelque chose, même si tu as l'impression d'être dans un bon flou, arrête-toi. Prends une pause de 5 minutes. Lève-toi, étire-toi, bois un peu d'eau, regarde par la fenêtre, laisse ton cerveau se reposer. Étape 5. Après 4 pomodoro, prends une pause plus longue, de 15 à 30 minutes. C'est essentiel. Ton cerveau a besoin de ce temps pour consolider ce que tu viens d'apprendre. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace ? Pour plusieurs raisons psychologiques profondes. Premièrement, 25 minutes, c'est assez court pour que ça ne semble pas intimidant. Quand tu te dis « je vais étudier 4 heures », ton cerveau panique et cherche toutes les raisons possibles pour procrastiner. Mais quand tu te dis « je vais juste faire 25 minutes », c'est gérable. N'importe qui peut se concentrer pendant 25 minutes. Deuxièmement, les pauses fréquentes préviennent l'épuisement mental. Ton cerveau n'est pas fait pour une concentration intense prolongée. Après environ 25 à 30 minutes de travail mental intense, ton attention commence naturellement à décliner. Les pauses régulières réinitialisent ta concentration. Troisièmement, cette méthode crée un sentiment d'urgence productive. Quand tu sais que tu n'as que 25 minutes, tu es moins susceptible de perdre du temps. Tu travailles avec plus d'intensité. Tu es plus efficace. Quatrièmement, chaque pomodoro complété est une petite victoire. Et ces petites victoires s'accumulent. À la fin de la journée, tu peux compter tes pomodoros et voir concrètement combien tu as accompli. C'est incroyablement motivant. Un conseil personnel. Utilise un minuteur physique, pas ton téléphone. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone pour vérifier le temps, tu risques de te distraire avec des notifications, des messages, des applications. Un simple minuteur de cuisine fait parfaitement l'affaire. Stratégie 4. Créer un environnement d'étude optimal. On sous-estime souvent l'impact de notre environnement sur notre capacité à étudier efficacement. Mais la vérité, c'est que ton environnement peut soit faciliter la concentration, soit la saboter complètement. Voici comment créer un espace d'étude qui travaille pour toi, pas contre toi. Élimine toutes les distractions visibles. Range ton bureau. Retire tout ce qui n'est pas directement lié à ta tâche d'étude actuelle. Chaque objet sur ton bureau est une distraction potentielle. Ton cerveau doit constamment dépenser de l'énergie mentale pour ignorer ces stimuli. Simplifie ton espace. Mets ton téléphone hors de vue, pas juste en mode silencieux, hors de vue. Les recherches montrent que la simple présence d'un téléphone, même face cachée, réduit ta capacité cognitive. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ton cerveau surveille constamment ce téléphone, se demandant si quelqu'un a envoyé un message, si quelque chose d'intéressant se passe en ligne. Mets-le dans une autre pièce, sérieusement. Utilise le bruit stratégiquement. Certaines personnes travaillent mieux dans le silence complet. D'autres ont besoin d'un bruit de fond. Si tu fais partie de la deuxième catégorie, choisis ton bruit avec soin. Le bruit blanc, les sons de la nature ou la musique instrumentale sans paroles peuvent t'aider. Mais évite la musique avec des paroles dans une langue que tu comprends. Ton cerveau va automatiquement essayer de processer ces paroles, ce qui divise ton attention. Contrôle ta température et ton éclairage. Une pièce trop chaude te rendra somnolent. Une pièce trop froide te distraira avec l'inconfort. La température idéale pour la concentration est entre 18 et 22 degrés Celsius. Pour l'éclairage, favorise la lumière naturelle quand c'est possible. Elle améliore l'humeur et la vigilance. Si tu étudies le soir, utilise une lumière vive et blanche, pas une lumière chaude et tamisée qui signale à ton cerveau qu'il est temps de se préparer au sommeil. Crée un rituel de début. Avant chaque session d'étude, fais exactement les mêmes actions dans le même ordre. Par exemple, ranger ton bureau, préparer une bouteille d'eau, sortir tes matériaux, régler ton minuteur, prendre 3 respirations profondes, puis commencer. Ce rituel devient un signal puissant pour ton cerveau, c'est l'heure de se concentrer. Avec le temps, ce rituel te mettra automatiquement dans un état de concentration optimale. Stratégie 5, la gestion de l'énergie, pas seulement du temps. Voici une révélation qui change tout. Tu n'as pas un problème de gestion du temps. Tu as un problème de gestion d'énergie.
Tu pourrais avoir 8 heures libres dans ta journée pour étudier, mais si tu passes ces 8 heures dans un état de fatigue mentale, de faim ou de stress, ces heures seront largement improductives. À l'inverse, tu pourrais n'avoir que 2 heures disponibles, mais si tu es frais, bien nourri et dans un bon état mental, tu accompliras plus dans ces 2 heures que d'autres en 8. Voici comment optimiser ton énergie mentale. Identifie ton pic de performance. Nous avons tous un moment dans la journée où notre cerveau fonctionne au maximum. Pour certains, c'est tôt le matin. Pour d'autres, c'est en fin d'après-midi. Pour d'autres encore, c'est tard le soir. Il n'y a pas de bon moment universel. Il y a seulement ton moment optimal. Observe-toi pendant une semaine. À quel moment te sens-tu le plus alerte, le plus concentré, le plus capable de pensées complexes? C'est là que tu dois planifier tes tâches d'études les plus difficiles. Respecte tes cycles d'énergie. Ton énergie mentale n'est pas constante tout au long de la journée. Elle monte et descend en cycle. Les chercheurs ont découvert que notre concentration optimale fonctionne en cycle d'environ 90 minutes, suivi d'une période de fatigue. C'est ce qu'on appelle les rythmes ultradians. Travaille avec ces rythmes, pas contre eux. Après 90 minutes de travail intense, même si tu as l'impression de pouvoir continuer, prends une vraie pause. Ton prochain cycle de 90 minutes sera beaucoup plus productif. Nourris ton cerveau correctement. Ton cerveau ne représente que 2% de ton poids corporel, mais il consomme 20% de ton énergie. Il a besoin de carbure de qualité. Évite les sucres rapides qui créent des pics et des chutes d'énergie. Favorise les glucides complexes, les protéines, les bonnes fêtes et beaucoup d'eau. La déshydratation, même légère, réduit drastiquement les performances cognitives. Garde une bouteille d'eau à portée de main pendant que tu étudies. Le sommeil n'est pas négociable. Voici une vérité brutale. Une nuit blanche détruit ta capacité d'apprentissage. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide les apprentissages de la journée, qu'il transforme la mémoire à court terme en mémoire à long terme, qu'il crée les connexions entre les nouvelles informations et tes connaissances existantes. Sacrifier le sommeil pour étudier plus longtemps est l'une des décisions les plus contre-productives que tu puisses prendre. Vise 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Bouge ton corps. L'exercice physique n'est pas juste bon pour ton corps, c'est extraordinairement bon pour ton cerveau. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, stimule la production de nouveaux neurones, améliore la mémoire et la concentration. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète. Même une marche de 20 minutes fait une différence énorme. Essaie d'intégrer du mouvement entre tes sessions d'études. Tes capacités d'apprentissage vont exploser. Partie 4. Surmonter les obstacles psychologiques. Nous avons parlé des techniques, nous avons parlé des habitudes. Mais il reste un obstacle majeur que nous devons adresser, les barrières psychologiques qui nous empêchent d'appliquer ce que nous savons être bon pour nous. Parce que, soyons honnêtes, tu peux connaître toutes les meilleures techniques d'apprentissage du monde. Mais si la procrastination te paralyse, si l'anxiété te submerge, si tu manques de motivation, tu n'appliqueras rien du tout. Parlons donc de comment surmonter ces obstacles mentaux. Obstacle 1. La procrastination. La procrastination n'est pas un problème de paresse, c'est un problème d'évitement émotionnel. Quand tu procrastines, tu n'évites pas la tâche elle-même. Tu évites les émotions négatives associées à cette tâche, l'ennui, l'anxiété, la frustration, la peur de l'échec. Voici ce qui se passe dans ton cerveau quand tu procrastines. Tu penses à la tâche que tu dois accomplir. Instantanément, des émotions négatives surgissent. C'est ennuyeux, c'est difficile, je ne vais probablement pas réussir. Ces émotions sont désagréables. Ton cerveau cherche un moyen de les faire disparaître. Et il trouve une solution simple, ne pas faire la tâche. Distrais-toi avec quelque chose de plus agréable. Regarde une vidéo, scrolle sur les réseaux sociaux. Fais n'importe quoi sauf la tâche redoutée. Immédiatement, les émotions négatives disparaissent. Ton cerveau se sent mieux. Il enregistre « Éviter cette tâche me fait me sentir mieux ». Et le pattern de procrastination se renforce. Comment casser ce cycle? Voici plusieurs stratégies. Reconnais les émotions sans y céder. La prochaine fois que tu ressens l'envie de procrastiner, arrête-toi. Observe l'émotion, nomme-la. Je ressens de l'anxiété à propos de cet examen. Je me sens submergé par la quantité de travail. J'ai peur de ne pas comprendre. Simplement nommer l'émotion réduit son pouvoir sur toi. Puis, dis-toi, cette émotion est inconfortable, mais elle est temporaire. Elle ne peut pas me blesser. Je peux la ressentir et quand même agir. Réduis l'ampleur de la tâche. Une grande partie de la procrastination vient du fait que la tâche semble trop grande, trop vague, trop intimidante. Au lieu de te dire « je dois étudier pour l'examen de chimie », dis-toi « je vais faire 3 exercices sur les liaisons ioniques ».
C'est concret, c'est faisable, c'est beaucoup moins intimidant. Une fois que tu as commencé ces 3 exercices, tu peux décider de continuer ou de t'arrêter. Mais au moins, tu as démarré. Utilise la règle des 10 minutes. Dis-toi, je vais travailler sur cette tâche pendant exactement 10 minutes. Après 10 minutes, j'ai la permission de m'arrêter si je veux. Règle à minuteur. Commence. 9 fois sur 10, après 10 minutes, tu vas continuer naturellement. Mais même si tu arrêtes, tu as quand même fait 10 minutes de progrès. C'est infiniment mieux que 0. Élimine les tentations. La procrastination se nourrit de distractions facilement accessibles. Si ton téléphone est sur ton bureau, tu vas le checker. Si tu as un onglet de réseau social ouvert, tu vas cliquer dessus. Rends la procrastination plus difficile. Utilise des applications qui bloquent les sites distrayants pendant tes sessions d'études. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Ferme tous les onglets non nécessaires. Crée de la friction entre toi et les distractions. Obstacle 2. Le perfectionnisme paralysant. Le perfectionnisme semble être une bonne chose. Je veux faire du bon travail, je veux exceller. Mais le perfectionnisme mal géré est en réalité l'un des plus grands obstacles à l'apprentissage. Voici comment le perfectionnisme te sabote. Tu te dis que tu dois comprendre parfaitement chaque concept avant de passer au suivant. Tu te dis que tes notes doivent être impeccables, organisées à la perfection. Tu te dis que tu dois obtenir 100% à chaque examen. Ces standards impossibles créent une pression énorme. Et sous cette pression, tu te paralyses. Tu passes des heures sur un seul problème. Tu réécris tes notes encore et encore. Tu remets à plus tard parce que tu n'es pas encore prêt. La vérité, l'apprentissage est naturellement imparfait et désordonné. Tu ne comprendras pas tout du premier coup. Tu feras des erreurs. Tu auras des lacunes. Et c'est normal. C'est même souhaitable. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage extrêmement précieuses. Comment gérer le perfectionnisme? Adopte un état d'esprit de croissance. Carol Dweck, psychologue à Stanford, a découvert que les personnes qui voient les intelligences comme fixes, je suis soit intelligent, soit je ne suis pas, ont beaucoup plus de difficultés que celles qui voient l'intelligence comme développable. Je peux devenir plus intelligent avec de l'effort. Quand tu fais une erreur, au lieu de penser « je suis nul », pense « je n'ai pas encore maîtrisé ceci ». Ce petit mot « encore » change tout. Valorise le progrès, pas la perfection. Chaque jour, demande-toi « ai-je un peu meilleur qu'hier ?» Pas « ai-je parfait ?» Juste « ai-je progressé ?» Si la réponse est oui, c'est une victoire. Célèbre ces petites victoires. Elles s'accumulent de façon exponentielle. Fixe-toi des standards d'excellence, pas de perfection. Un standard d'excellence dit « je vais faire de mon mieux avec les ressources et le temps dont je dispose ». Un standard de perfection dit « rien de moins que la perfection n'est acceptable ». Tu vois la différence? L'excellence est atteignable et motivante. La perfection est impossible et paralysante. Obstacle 3. Le manque de motivation. Je sais que je devrais étudier, mais je n'ai juste pas la motivation. Si c'est quelque chose que tu te dis souvent, j'ai une nouvelle importante pour toi. Tu as tout compris à l'envers. Voici le mythe. Motivation, action, résultat. Voici la réalité. Action, résultat, motivation. Attendre de te sentir motivé avant d'agir est une stratégie vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que la motivation est un sentiment. Et les sentiments sont volatiles, imprévisibles, souvent irrationnels. Certains jours, tu te réveilles motivé. D'autres jours, pas du tout. Si tu dépends de la motivation pour agir, tu auras des performances extrêmement inconsistantes. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que les autres. Elles ont juste compris qu'il faut agir même sans motivation. Elles agissent par discipline, par habitude, par engagement envers leurs objectifs. Et voici le secret magique. La motivation vient souvent après avoir commencé, pas avant. Quand tu commences à étudier, même sans motivation, ton cerveau entre progressivement dans un état de concentration. Tu commences à voir des progrès. Tu résous un problème. Tu comprends un concept difficile. Et là, la dopamine commence à couler. Tu ressens de la satisfaction, de la compétence. Et soudain, tu es motivé. La motivation est la conséquence de l'action, pas sa cause. Comment développer cette discipline? Crée une identité, pas juste des objectifs. Au lieu de te dire « je veux obtenir de bonnes notes », dis-toi « je suis quelqu'un qui étudie tous les jours ». Au lieu de « je veux réussir cet examen », dis-toi « je suis un étudiant sérieux et engagé ». Quand ton action découle de ton identité, elle devient automatique. Tu n'étudies pas parce que tu es motivé, tu étudies parce que c'est qui tu es. Connecte tes études à tes valeurs profondes. Pourquoi étudies-tu vraiment? Pas la raison superficielle, la raison profonde. Est-ce pour avoir la liberté de choisir ta carrière? Pour rendre tes parents fiers? Pour prouver quelque chose à toi-même? Pour avoir un impact dans le monde? Identifie cette raison et écris-la. Garde-la visible. Quand la motivation faiblit, revient cette raison fondamentale. Célèbre les victoires, même minuscules.
Ton cerveau adore les récompenses. Chaque fois que tu complètes une session d'études, même courte, reconnais consciemment « je l'ai fait ». C'est une victoire. Ton cerveau associera l'étude avec des sentiments positifs, ce qui rendra l'action future plus facile. Partie 5. Étudier intelligemment pour différents types de matières. Jusqu'ici, nous avons parlé de principes universels d'apprentissage, mais la vérité, c'est que différentes matières nécessitent des approches légèrement différentes. Étudier les mathématiques n'est pas exactement la même chose qu'étudier l'histoire. Apprendre une langue est différent d'apprendre la biologie. Parlons de comment adapter nos techniques à différents types de matières. Pour les matières conceptuelles, sciences, mathématiques, physique, ces matières se basent sur la compréhension de concepts abstraits et leur application à travers des problèmes. Voici comment les maîtriser. Privilégie la résolution de problèmes sur la lecture passive. Dans ces matières, lire la théorie encore et encore ne suffit pas. Tu dois pratiquer, beaucoup. Fais tous les exercices disponibles. Plus tu résous de problèmes, plus tu développes une intuition pour reconnaître quel outil utiliser dans quelle situation. Comprends avant de mémoriser. Ne mémorise jamais une formule sans comprendre d'où elle vient et pourquoi elle fonctionne. Dérive-la toi-même. Explique chaque symbole. Comprends les limites de son application. Une fois que tu comprends vraiment, la mémorisation devient presque automatique. Crée des feuilles de résumé ultra condensées. Après avoir étudié un chapitre, essaye de condenser tous les concepts clés, toutes les formules importantes sur une seule page. Cet exercice de synthèse force ton cerveau à identifier ce qui est vraiment essentiel et à voir les connexions entre les idées. Étudie les erreurs, pas seulement les réussites. Quand tu te trompes sur un problème, ne te contente pas de voir la solution correcte. Analyse ton erreur. Où exactement as-tu dévié? Quelle était ta logique défaillante? Quel concept as-tu mal compris? Ces erreurs sont des mines d'or d'apprentissage. Pour les matières factuelles, histoire, géographie, biologie, ces matières impliquent beaucoup de faits, de dates, de noms, de processus à mémoriser. Voici comment faire. Créer des histoires et des connexions. Ton cerveau se souvient beaucoup mieux des histoires que des faits isolés. Transforme les faits en narrative. Pour mémoriser une série d'événements historiques, imagine-toi là-bas, vivant ces événements. Qui étaient les personnages? Quelles étaient leurs motivations? Comment un événement a-t-il causé le suivant? Utilise des mnémotechniques, les acronymes, les phrases mémo, les palais de mémoire. Toutes ces techniques peuvent sembler artificielles, mais elles fonctionnent extraordinairement bien pour mémoriser de grandes quantités d'informations. Par exemple, pour mémoriser les planètes dans l'ordre, des millions de personnes utilisent « Mon vieux tout maigre, j'en sais une nouvelle ». Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Créer des cartes mentales. Les matières factuelles ont souvent beaucoup de hiérarchie et de catégories. Les cartes mentales rendent ces structures visuelles. Tu peux voir d'un coup d'œil comment tout est connecté. Et créer la carte mentale toi-même est un exercice d'apprentissage actif extrêmement puissant. Utilise la répétition espacée avec des flashcards. C'est vraiment là que les applications comme Anki brillent. Tu peux créer des centaines de flashcards et le système s'assure que tu révises chacune au moment optimal. Pour les matières avec beaucoup de faits, c'est indispensable. Pour les langues. Apprendre une langue nécessite une approche particulière car c'est autant une compétence qu'une connaissance. Immersion maximale. Ton cerveau apprend les langues par exposition massive. Change la langue de ton téléphone, regarde des films et séries dans cette langue, écoute de la musique, lis des livres. Plus ton cerveau est exposé, plus rapidement il s'adapte. Parle dès le premier jour. N'attends pas de maîtriser la grammaire avant de parler. C'est l'erreur classique. Parle dès que tu peux, même si tu fais des erreurs, même si c'est maladroit. Trouve un partenaire linguistique en ligne. Parle-toi à toi-même. Pense dans la langue tirée. La production active est 1000 fois plus efficace que la consommation passive. Flashcard avec contexte. Au lieu de mémoriser des mots isolés, mémorise des phrases complètes qui utilisent ces mots. Ton cerveau apprend mieux quand les mots ont du contexte. Au lieu de « maison égale house », mémorise « la maison rouge au coin de la rue »,« the red house on the corner ». Pour les matières créatives, littérature, philosophie, art, ces matières demandent de l'analyse, de l'interprétation, de la transmission. Engage-toi activement avec le texte. Ne lis jamais passivement.
Souligne, annote, pose des questions dans les marges. Que veut dire l'auteur ici? Suis-je d'accord? Quelles sont les implications? Traite le texte comme une conversation avec l'auteur. Écris pour en comprendre. L'écriture est pensée. Écris des résumés. Écris des critiques, écris des essais exploratoires où tu développes et testes des idées. Le processus d'écriture clarifie ta pensée comme rien d'autre ne peut le faire. Discute avec d'autres. Ces matières se prêtent particulièrement bien aux discussions de groupe. Entendre différentes interprétations, débattre d'idées, défendre ton point de vue, tout cela approfondit ta compréhension de façon exponentielle. Fais des connexions interdisciplinaires. Connecte ce que tu apprends à d'autres domaines, à ta propre vie, à l'actualité. Plus tu tisses de connexions, plus riche devient ta compréhension. Nous voici à la fin de ce voyage à travers les secrets de l'apprentissage efficace. Prenons un moment pour récapituler ce que nous avons découvert. Nous avons commencé avec Marie, cette étudiante épuisée à 3 heures du matin, réalisant avec horreur que des mois d'efforts avaient produit peu de résultats véritables. Nous avons vu qu'elle n'était pas seule, que la majorité des étudiants gaspillent 80% de leur temps d'études en utilisant des méthodes inefficaces. Nous avons identifié les 3 erreurs les plus destructrices. Le surlignage et la relecture passive qui créent l'illusion d'apprentissage sans produire de rétention réelle. Le bachotage de dernière minute qui remplit temporairement la mémoire mais l'efface tout aussi rapidement. Et l'apprentissage passif qui nous donne l'impression de savoir sans nous donner la capacité réelle d'utiliser nos connaissances. Puis, nous avons exploré la science de l'apprentissage efficace. La pyramide de l'apprentissage nous a montré que les méthodes actives sont exponentiellement plus puissantes que les méthodes passives. Enseigner un concept permet de retenir 90% contre seulement 10% pour la simple lecture. Nous avons découvert le rappel actif, cette technique révolutionnaire qui transforme l'apprentissage en forçant ton cerveau à récupérer l'information plutôt qu'à simplement la consommer. La technique de Feynman nous enseigne à expliquer les concepts simplement, révélant ainsi nos lacunes de compréhension. Les auto-évaluations régulières renforcent la mémoire 50% plus efficacement que la relecture simple. La répétition espacée nous a appris à hacker la courbe de l'oubli en révisant stratégiquement aux moments optimaux pour transformer la mémoire fragile en connaissance durable. Jour 1, jour 3, jour 7, jour 16, jour 35. Ce calendrier simple mais puissant grave l'information dans ta mémoire à long terme. Nous avons ensuite abordé la transformation de ces techniques en habitudes durables. La règle des 2 minutes rend le démarrage si facile que tu ne peux pas échouer. L'empilement d'habitudes attache de nouvelles routines à des routines existantes, créant une chaîne automatique. La méthode Pomodoro utilise le pouvoir des intervalles pour maximiser concentration et prévenir l'épuisement. Nous avons exploré comment créer un environnement d'étude optimal et gérer ton énergie, pas seulement ton temps. Ton pic de performance personnelle, ton cycle ultradien, ton sommeil, ta nutrition, ton exercice physique, tous ces éléments influencent dramatiquement ta capacité d'apprentissage. Puis, nous avons affronté les obstacles psychologiques. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est de l'évitement émotionnel. Le perfectionnisme paralyse au lieu de motiver. Et la motivation est une conséquence de l'action, pas sa cause. L'action précède la motivation, pas l'inverse. Enfin, nous avons adapté nos techniques à différents types de matières, reconnaissant que les mathématiques nécessitent des pratiques de résolution de problèmes, que les langues demandent une immersion et une production active, que les matières factuelles bénéficient de mnémotechniques et de répétitions espacées, et que les matières créatives s'épanouissent à travers l'engagement actif et les discussions. Mais voici la vérité la plus importante de toutes. Aucune de ces techniques ne fonctionnera si tu ne les appliques pas. La connaissance sans action est stérile. Tu peux connaître toutes les meilleures méthodes du monde, mais si tu continues à procrastiner, à bachoter, à étudier passivement, rien ne changera. Ce qui sépare les étudiants qui excellent de ceux qui stagnent n'est pas l'intelligence innée, c'est l'application consistante de méthodes efficaces. Alors, voici mon défi pour toi. Ne regarde pas cette vidéo et ne fais rien du tout. Choisis une seule technique que tu as apprise aujourd'hui. Une seule, pas 10. Une, et applique-la dès aujourd'hui. Peut-être que ce sera le rappel actif. Ferme tes notes après avoir étudié et essaie d'écrire tout ce dont tu te souviens sur une feuille blanche. Peut-être que ce sera la technique de Feynman. Choisis un concept que tu penses comprendre et essaie de l'expliquer à quelqu'un comme s'il avait 10 ans. Peut-être que ce sera simplement la règle des 2 minutes.
Dis-toi que tu vas étudier juste 2 minutes et laisse l'élan t'emporter au-delà. Une technique, une action, aujourd'hui. Puis, demain, fais-le à nouveau. Et après-demain, encore. Et soudain, 3 semaines plus tard, tu réaliseras que cette technique est devenue une habitude. Elle fait maintenant partie de qui tu es. Et à ce moment-là, tu peux ajouter une deuxième technique, puis une troisième. Lentement, progressivement, tu transformes complètement ta façon d'apprendre. Rappelle-toi de l'histoire de Marie. À 3 heures du matin, paniquée, épuisée, elle s'est rendue compte que ses méthodes ne fonctionnaient pas. Mais imagine une version alternative de cette histoire. Imagine que 3 mois plus tôt, Marie avait découvert ces techniques. Qu'elle avait commencé à utiliser le rappel actif au lieu de la relecture passive, qu'elle avait espacé ses révisions intelligemment au lieu d'attendre la dernière minute, qu'elle avait transformé l'étude en habitude dienne au lieu d'une corvée occasionnelle. La veille de l'examen, cette Marie alternative serait calme, confiante. Elle aurait révisé rapidement, sachant que le matériel était déjà solidement ancré dans sa mémoire à long terme. Elle se serait couchée à une heure raisonnable, sachant que le sommeil améliorerait encore ses performances. Le matin de l'examen, elle se serait sentie préparée, et pendant l'examen, les connaissances auraient coulé naturellement, sans effort, parce qu'elles faisaient véritablement partie d'elle. Cette Marie alternative pourrait être toi. Elle devrait être toi. Parce que tu mérites de vivre l'apprentissage comme quelque chose d'excitant, d'enrichissant, de gratifiant, pas comme une bataille constante contre l'oubli et la confusion. L'apprentissage efficace n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes ont et d'autres non. C'est une skill. Et comme toute skill, elle peut être développée, affinée, maîtrisée. Les personnes que tu admires, celles qui semblent tout apprendre sans effort, celles qui excellent dans tout ce qu'elles touchent, n'ont pas baisé un brain magique. Elles ont simplement appris à apprendre efficacement. Et maintenant, toi aussi, tu as ces outils. Tu te tiens à un carrefour. Devant toi, 2 chemins. Le premier chemin est familier. C'est celui que tu as toujours emprunté. Continuer à étudier comme avant. Surligner, relire, bachoter, procrastiner, paniquer, oublier, recommencer. C'est confortable dans sa familiarité, même s'il est inefficace et épuisant. Le deuxième chemin est nouveau. Il demande du courage pour essayer quelque chose de différent. Il demande de la discipline pour persister même quand c'est inconfortable. Il demande de la patience parce que les résultats ne seront pas instantanés. Mais ce chemin mène quelque part de complètement différent. Il mène vers la maîtrise, vers la confiance, vers la liberté de pouvoir apprendre n'importe quoi que tu veux dans ta vie. Quel chemin vas-tu choisir ? Je ne peux pas choisir pour toi. Personne ne peut. C'est ta décision. Mais je peux te dire ceci. Chaque grand apprenant, chaque expert dans son domaine, chaque personne qui a excellé académiquement et professionnellement a un jour fait ce choix. Ils ont décidé d'arrêter de travailler dur et de commencer à travailler intelligemment. Ils ont décidé que leur temps était trop précieux pour être gaspillé en méthodes inefficaces. Ils ont décidé de devenir des apprenants professionnels, des maîtres de leur propre développement. Et voici le secret final, celui que personne ne te dit. Cette compétence que tu développes maintenant, cette capacité d'apprendre efficacement, c'est la compétence la plus précieuse que tu puisses posséder dans le monde moderne. Nous vivons dans une époque où les connaissances deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Les métiers changent, les technologies évoluent, les industries se transforment. La capacité d'apprendre rapidement et efficacement n'est plus juste un avantage, c'est une nécessité. Les personnes qui excellent dans le futur ne seront pas celles qui ont mémorisé le plus de faits à l'école, ce seront celles qui ont appris à apprendre, celles qui peuvent s'adapter, celles qui peuvent maîtriser de nouvelles compétences rapidement quand elles en ont besoin. En investissant maintenant dans ton apprentissage, tu n'investis pas juste pour ton prochain examen, tu investis pour le reste de ta vie. Chaque technique que tu maîtrises aujourd'hui te servira pendant des décennies. Chaque habitude que tu construis maintenant te donnera des dividendes exponentiels avec le temps. Alors commence petit, mais commence maintenant. 2 minutes, une technique, une action, aujourd'hui. Et si tu trébuches, si tu oublies un jour, si tu retombes dans tes anciennes habitudes, ne te juge pas, ne te flagelle pas, recommence simplement. Parce que le succès n'est pas de ne jamais échouer, c'est de se relever une fois de plus qu'on est tombé. C'est de persister quand c'est difficile. C'est de continuer même quand on ne voit pas encore les résultats. Les résultats viendront. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais ils viendront.
Et quand ils arriveront, quand tu réaliseras soudainement que tu comprends des concepts qui te semblaient impossibles il y a quelques mois, quand tu passeras un examen en te sentant confiant et préparé, quand l'apprentissage deviendra quelque chose que tu apprécies plutôt que quelque chose que tu redoutes, tu comprendras que chaque minute investie valait la peine. Tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ton cerveau est une machine d'apprentissage extraordinaire, façonnée par des millions d'années d'évolution pour s'adapter, pour grandir, pour maîtriser de nouvelles compétences. Tu n'as pas besoin d'un cerveau différent, tu as juste besoin d'un système différent. Et maintenant, tu as ce système. Alors va de l'avant, applique ce que tu as appris, expérimente, ajuste selon ce qui fonctionne pour toi. Sois patient avec toi-même, célèbre des progrès et surtout, n'arrête jamais d'apprendre. Parce que le véritable apprentissage ne s'arrête jamais. Ce n'est pas quelque chose que tu fais juste à l'école ou à l'université. C'est une pratique de toute une vie. Et maintenant que tu sais comment apprendre efficacement, le monde entier devient ton terrain de jeu. Chaque livre, chaque cours, chaque compétence, chaque domaine de connaissance est désormais accessible pour toi. Tu n'es plus limité par le temps, tu n'es plus limité par la difficulté, parce que tu as les outils pour décomposer n'importe quoi, pour le comprendre profondément, pour le maîtriser complètement. Voilà le véritable pouvoir de l'apprentissage efficace. Ce n'est pas juste de meilleures notes, c'est la liberté. La liberté de devenir qui tu veux être. La liberté de maîtriser ce qui t'importe. La liberté de poursuivre tes rêves, sachant que tu as la capacité d'acquérir n'importe quelle compétence nécessaire pour y arriver. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le fait que tu sois encore là prouve que tu es sérieux au sujet de ton apprentissage, que tu veux vraiment changer. Et ça, c'est déjà le premier pas le plus important. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as appris quelque chose de précieux, laisse un like. Ça aide un non-voyant à partager ses connaissances avec d'autres étudiants qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur l'apprentissage, la productivité et le développement personnel. Et surtout, partage cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Nous grandissons mieux ensemble. Dans les commentaires, je veux savoir, quelle est la première technique que tu vas essayer aujourd'hui? Écris-le. Cet engagement public augmenterait tes chances de vraiment le faire. Et reviens dans une semaine pour nous dire comment ça s'est passé. La communauté est là pour te soutenir. Maintenant, ferme cette vidéo. Oui, tu as bien entendu, ferme-la. Parce que regarder des vidéos sur l'apprentissage, c'est de l'apprentissage passif. Tu sais maintenant que ça ne suffit pas. Il est temps d'agir, il est temps d'appliquer, il est temps de transformer ces connaissances en résultats concrets. Prends 2 minutes, juste 2 minutes. Ouvre tes notes de cours, ferme-les. Et écris tout ce dont tu te souviens, sur une feuille blanche. Rappel actif. Commence maintenant. Et souviens-toi, chaque expert a été un jour débutant. Chaque maître a commencé par un premier pas maladroit. Chaque grand apprenant a eu des moments de doute, de frustration, de confusion. Ce qui les a distingués n'était pas leur génie inné, c'était leur refus d'abandonner, leur volonté de continuer, leur engagement envers le processus. Tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir, les techniques, les stratégies, les principes. Maintenant, tout ce qu'il manque, c'est l'action. Et l'action commence maintenant. Bonne chance dans ton voyage d'apprentissage. Non, en fait, retire ça. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as un système, tu as des méthodes prouvées, tu as un plan. Alors, travaille le plan. Fais confiance au processus. Et les résultats suivront inévitablement. Va maintenant, va apprendre, va exceller. Va devenir la version la plus extraordinaire de toi-même que tu puisses imaginer. Ton futur toi, celui qui maîtrise l'apprentissage, celui qui excelle académiquement, celui qui poursuit ses rêves avec confiance, te remercie pour la décision que tu es sur le point de prendre. Maintenant, va briller. Le monde attend de voir ce que tu vas accomplir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, continue à apprendre plus intelligemment, pas plus longtemps. C'est parti!